qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas. Il y a un écocide. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non ? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Petite Conversation, le podcast des jeunes de Terra Nova. Alors aujourd'hui on aborde le dernier épisode de notre cycle dédié à la sociologie électorale. Et pour ce dernier épisode, on va parler aujourd'hui avec Maya. Salut Maya. Salut. Alors Maya, tu as rédigé une note pour les jeunes de Terra Nova qui s'intitule Le prisme du genre dans l'offre politique du RN, un outil stratégique. Dans ta note, tu expliques notamment l'évolution du vote féminin en France et la manière dont le Rassemblement national a progressivement réduit ce qu'on appelle le gender gap, c'est-à-dire l'écart historique entre le vote des hommes et le vote des femmes. Alors avec toi on va parler on va tenter d'expliquer pourquoi est-ce que les femmes ont longtemps été réticentes à voter pour ce parti, pourquoi est-ce qu'elles accordent aujourd'hui un soutien comparable à celui des hommes, et notamment quelles sont les transformations de l'offre politique, notamment sous l'impulsion de Marine Le Pen, qui ont rendu ce basculement possible. Alors pour t'interroger, je suis pas tout seul, je suis avec Juba. Bonjour. Alors Juba, pareil, t'es membre de Terra Nova Jeunes et ensemble, on va essayer de décortiquer un peu ta note. Bonjour Maya. Ta note elle est très intéressante. On aimerait bien un peu revenir sur la genèse un peu de cette note. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu écrire cette note ? Quel est le constat que tu fais dans ta note ? Et ensuite, quelles sont les propositions ? Donc on peut commencer d'abord par la genèse. Oui, alors pourquoi ce sujet ? C'est parti de l'observation de la narration médiatique des dernières élections américaines. Donc en 2024, on a pu observer le traitement médiatique était largement structuré autour du genre. Donc dans ces élections, on avait le candidat conservateur avec un virilisme assumé et des colorations même parfois masculinistes face à une candidate démocrate qui a beaucoup axé sa campagne autour du droit à l'avortement. Face du coup à ces oppositions, le traitement qui en était fait était celui d'un écart de genre irrésolvable aux États-Unis. Face du coup à ces observations, on a souhaité se poser la question du rôle du genre dans le contexte politique en France. Ça, bon, sur la genèse, l'idée c'est de se dire, on part des États-Unis et du coup, donc tu t'es dit qu'il y avait une vision peut-être irréconciliable et comment est-ce que tu es arrivé à te poser la question de ce qui se passait en France ? Comment la question est arrivée du contexte en France, c'était justement de peut-être mettre en lumière des dynamiques que j'ai trouvées, en tout cas, me semblaient peu visibilisées dans les médias, que ça soit justement sur le genre, autant sur les programmes que l'idéologie, que toutes ces choses-là. En plus, le contexte multiparti rendait, je pense, l'exercice plus intéressant. Évidemment, il y a l'aune des élections présidentielles qui arrivent, qui je trouve, rendent la question d'autant plus pertinente. Et d'ailleurs, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait bien des dynamiques qui en jeu autour du genre, à la fois justement comme on l'a dit, l'érosion du radical right gender gap, donc on observe que les femmes votent de plus en plus pour le Rassemblement national, donc un parti qui n'est quand même pas traditionnellement assimilé au féminisme en fait, et à la fois du coup le genre qui joue un rôle plus structurant puisqu'on a une stratégie de normalisation et de féminisation du parti. Donc tu évoquais le fait que le Rassemblement national avait une stratégie pour essayer de capter l'électorat féminin, alors qu'auparavant, finalement, le programme du Rassemblement national n'intégrait pas vraiment la question du féminisme. Et donc, ma question, ce serait de savoir sur quelle base est-ce que... en fait, c'était quoi l'écart que le Rassemblement national a eu à combler pour pouvoir s'accaparer et avoir plus d'électorat féminin ? Et est-ce que le radical gender gap permet d'expliquer le fait que le Rassemblement national partait de loin
en termes d'électorat féminin, et comment est-ce qu'il a fait pour combler ce gap s'il existe. Oui, déjà, le Radical Right Gender Gap vient expliquer en effet ce manque à gagner. Pour le présenter un petit peu, c'est une mécanique qui a été définie par Terry Givens. Ce modèle se base sur 4 mécaniques. Donc sa première mécanique serait sur la division genrée dans le travail, telle que les ouvriers, qui sont les premiers votants des partis de droite radicale, sont majoritairement des hommes et sont particulièrement sensibles à des sentiments de déclassement, puisqu'ils sont confrontés au chômage et à une main-d'œuvre, à une compétition de main-d'œuvre, que ça soit une main-d'œuvre moins onéreuse externalisée ou une main-d'œuvre moins onéreuse immigrante sur le territoire, qui peut du coup expliquer le réveil de sentiments nationalistes et xénophobes, qui viendrait expliquer pourquoi on observe une réticence chez les femmes. Ça, c'est la première mécanique. Après, on en observe trois autres. La deuxième serait que les jeunes femmes, particulièrement, sont de plus en plus mobilisées sur les questions féministes. Donc on a les valeurs féministes qui prennent une place de plus en plus importante dans nos sociétés, qui font qu'elles vont être moins sensibles aux programmes et aux idéologies d'extrême droite. Et les femmes les plus âgées, elles, sont particulièrement dans les pays chrétiens, plus représentées, plus pratiquantes en fait, et qui expliquerait une adhésion importante aux valeurs de l'universalisme, et qui les rendrait moins sensibles à ces idéologies. Et enfin, nous avons la dernière mécanique qui est celle de la socialisation primaire, qui explique que les femmes avaient et sont toujours majoritairement socialisées pour favoriser l'obéissance et développer une aversion au risque, qui font que on observe une réticence au vote. Ça, c'est le Radical Right Gender Gap, qui vient donc expliquer c'est le fait qu'il y avait en effet un manque à gagner. Maintenant, la stratégie du Rassemblement national, elle est à la fois, en fait, il y a le côté vraiment stratégique qui a été développé, mais qui a été développé face à une conjoncture qui a évolué. Puisque maintenant, les femmes sont autant, si ce n'est plus, représentées dans les postes les plus précaires. On regarde elles sont majoritairement sur des postes d'employés. On regarde les employés non qualifiés, elles sont à 80% des femmes. Si on regarde les temps partiels subis, elles sont aussi majoritairement représentées. Et on voit aussi l'évolution de la question religieuse, avec évidemment la montée du fondamentalisme, de tout le traitement qui en a été fait, et les évolutions du positionnement de l'Église, d'ailleurs, aux partis de droite, d'extrême droite, qui avant condamnaient ouvertement et qui maintenant le fait moins. Donc ça, c'est la conjoncture. Et face à ça, on a en effet un parti, avec la reprise de Marine Le Pen, qui premièrement souhaite s'adoucir. Donc on a constaté des éléments de langage moins radicaux que ceux de son père, par exemple. On a aussi l'apparition du parti de Reconquête, qui vient participer à une centrisation du RN. Et puis enfin, la reprise qu'on observe chez les Républicains, et même par Emmanuel Macron, de l'agenda politique, qui vient assiéger cette normalisation. Donc et en fait, au sein de cette stratégie de normalisation, on a la stratégie de féminisation de Marine Le Pen, qui va utiliser son genre comme une légitimité possible de parler des sujets des droits des femmes, des sujets féministes. Elle, dans la terminologie de son programme, elle s'adresse directement aux femmes le 8 mars. Dans un tract qu'elle avait distribué lors des assises, elle explique comprendre les difficultés que c'est d'être une femme. Et enfin, pareil, pour vraiment consolider cette stratégie, on voit une nouvelle forme de féminisme, qui est le féminisme nationaliste, donc le fémonationalisme, qui vient
en fait légitimer les idéologies préexistantes du Rassemblement national, donc la xénophobie et le nationalisme, tout en essayant de montrer une certaine évolution face au féminisme et donc se positionner comme n'étant pas à la masse, si on peut dire, sur ces sujets-là. Justement, tu parles de fémonationalisme. Déjà, peut-être que tu peux revenir sur la notion, mais est-ce que tu peux nous dire en fait concrètement ce qu'il y a dans ces discours-là en particulier, quels sont peut-être les leviers sur lesquels ces fémonationalistes donc s'appuient pour attirer les femmes vers l'extrême droite, peut-être pas seulement vers le vote, mais aussi vers tout l'aspect à l'extrême droite. Oui, bien sûr. Alors, le fémonationalisme, c'est l'idée selon laquelle les violences sexuelles seraient en majorité, si ce n'est en totalité, attribuables aux étrangers et aux immigrés, et en fait, qui nécessiterait leur expulsion pour répondre à ce problème-là. C'est, par exemple, je parlais de la lettre aux femmes de Marine Le Pen, c'est quelque chose qu'elle a directement vocalisé quand elle dit tout faire pour que les immigrés qui participent, en fait, qui sont la cause de ces violences, soient expulsés du territoire. On voit notamment Némésis, qui est le groupe qui se pose le plus sur cette idéologie-là, qui va par exemple, parmi les faits divers, sélectionner toutes les fois où les auteurs de violences sexuelles sont des personnes étrangères ou des immigrés, pour légitimer ce discours. Face à cet argument, c'est important de rappeler le chiffre qui est avancé par tous les groupes de féministes, selon lequel les auteurs de violences sexuelles seraient à 86% des proches de la victime. Donc face à ce discours-là, présente une réalité bien différente. Donc on a vu qu'il y avait finalement toute une galaxie de groupes, une galaxie idéologique qui contribuait de porter et de diffuser au sein de la société les idées du Rassemblement national sur cette question du vote des femmes, et qui permettait en tout cas de capter une partie du vote des femmes. La question qu'on peut se poser désormais, c'est de savoir s'il y a peut-être des effets générationnels qui jouent à la fois dans l'atténuation du radical right gender gap dans un premier temps, et également est-ce que aujourd'hui on a des générations, est-ce qu'on a des gaps générationnels qui s'ajoutent aux gaps genrés? Alors oui, évidemment. Déjà, on a, pour ne serait-ce que commencer à introduire ce sujet, le fait que justement les nouvelles électrices, les dernières électrices, n'ont connu que le Rassemblement national mariniste, si on peut utiliser cet adjectif. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les chiffres, puisque en fait c'est pas vraiment un engouement des jeunes femmes qu'on constate, mais plutôt justement un réalignement générationnel, là où avant même les votantes du parti n'assumaient pas ce vote. C'est d'ailleurs des études qui ont été observées. On voit qu'avec l'âge, les femmes sont de moins en moins propices à avouer leur vote du Rassemblement national, alors que les plus jeunes n'y voient plus d'obstacles. Donc en fait c'est ça, c'est la baisse d'obstacles symboliques. Donc en effet, quand on regarde justement sur les 18-25 ans, on observe que le vote est par exemple a quadruplé alors qu'il a doublé chez les femmes en règle générale. Donc il y a évidemment une dimension générationnelle qui est très importante à prendre en compte et qui explique une baisse de réticence, qui explique l'efficacité de la stratégie aussi du Rassemblement national dans l'adoucissement et dans la féminisation. Ce n'est donc du coup pas, je pense c'est important de réitérer, du coup pas un nouvel engouement des jeunes et des jeunes femmes pour ce parti-là, mais plutôt que comme on le voit de toute façon, puisque ces terminologies sont devenues largement mainstream et acceptées, ce n'est plus autant radical de voter pour ce parti, et on a du coup le mécanisme de la socialisation primaire des femmes qui n'est pas activé, puisque ça devient
devient un parti légitime. Peut-être une question pour conclure, ce serait comment est-ce que la gauche peut réactiver le clivage de genre ? Est-ce que ça passe par plus d'incarnation féminine et féministe, ou est-ce qu'il y a d'autres leviers que tu vois, que tu proposes ? Oui, je pense que ça passe par plusieurs leviers. Je pense que déjà, on a observé la féminisation terminologique du parti. On observe que à du côté de la gauche, malgré des tentatives, on a par exemple la candidature de Anne Hidalgo qui avait de la même façon essayé de se positionner comme future présidente, comme s'adresser aux Françaises. On voit toutes les politiques publiques qui ont pu être développées du côté de la gauche et du centre ces dernières années. Pourtant, les partis demeurent peu identifiables sur ces sujets. On a notamment un sondage qui pose la question aux femmes et leur demande selon vous, quel est le parti le plus mobilisé sur les sujets des droits des femmes. On observe que le plus important, c'est 15%, ce qui est très faible, mais pour le Rassemblement national qui reste en tête, donc à taux faible, mais suffisant malheureusement. Et on a par contre 45% des femmes qui disent qu'aucun parti n'est vraiment mobilisé. Donc c'est là qu'on comprend l'importance de se mobiliser sur ces sujets-là. Donc on a la féminisation, oui. On a la dimension sociale qui est très importante, puisqu'on a parlé de la précarité. Donc de répondre à ces sujets-là, c'est important de préciser que ce segment-là n'est pas uniquement mobilisable par les partis d'extrême droite. Le sentiment de déclassement est retrouvé à pourcentage élevé autant chez les partis de Marine Le Pen que chez la France Insoumise, par exemple. Donc ça montre qu'il n'y a pas d'alignement idéologique qui est fixe. Donc c'est important à la fois de féminiser, mais aussi de s'ancrer sur des vécus populaires qui parlent de ces temps partiels subis, de ces horaires difficiles, des violences qui sont vécues dans ces postes-là. Donc il montre que cette question n'est justement pas juste une question culturelle en termes de positionnement idéologique, c'est vraiment une question programmatique et qui en fait se doit d'être au lieu d'être identifié comme pure idée avec une section définie, vraiment se retrouver dans tous les programmes en fait, que ça soit la santé, que ça soit le droit du travail, et qui doit être vraiment ancré plutôt que simplement effleurer ce positionnement-là. On a aussi la question, en effet, de réactiver le Radical Right Gender Gap. Donc, par exemple, face à un parti comme le Rassemblement national, qui est maintenant un parti légitime, je pense que ce serait important si c'est encore possible, d'essayer de remettre dans le contexte, par exemple, les comportements du parti. On a toutes les abstentions et même les votes contre qu'on observe sur justement des questions des droits des femmes du parti. Maintenant, la difficulté, c'est que pour réaxer cette aversion, il faudrait que les partis d'alternative ne se présentent pas comme d'autres radicaux qui, eux aussi, du coup, pourraient réactiver ce levier-là de réticence. Donc, quand on regarde le paysage politique, on observe que, voilà, il y en a certains qui seraient, du coup, peut-être pas les meilleurs candidats pour répondre à cette thématique-là. On a aussi, du coup, la question de mobiliser autour d'un projet qui provoque de l'engouement en fait, qui soit, au lieu d'être perçu comme un radical qui utilise un positionnement punitif et réactionnaire, puisse proposer quelque chose de mobilisateur. Alors Maya, juste pour finir, on laissera le soin aux auditeurs de lire ta note et toutes tes propositions, mais si tu devais retenir une seule de tes propositions, une seule à mettre en avant et une à rendre un peu plus audible que les autres, ce serait laquelle ? Je dirais que si je devais en mettre en souligner une en particulière,
ce serait la vraie nécessité de l'ancrer dans des vécus, donc que ça soit un féminisme qui passe vraiment par la dimension de la classe aussi, vraiment des vécus des femmes des classes populaires, et qui passe en fait, je pense, on regarde par exemple la façon dont le féminisme a pu être utilisé par le Rassemblement national et apposé à une autre idéologie. Je me demande si, de la même façon, est-ce que les partis de gauche pourraient pas utiliser le féminisme comme élément mobilisateur de politique autour du droit du travail. Donc, pour revenir un peu avec ce que je disais tout à l'heure, la nécessité, en fait, de faire bien davantage que 2-3 mesures dans des programmes, et de prendre ces sujets à bras le corps et les investir dans les mesures au sens large. Merci beaucoup Maya. Merci. Merci pour ta note, pour les entretiens. On laisse le soin aux auditeurs de réécouter, s'ils le souhaitent, tous les entretiens que tu as pu mener autour de ce cycle électoral. Et on rappelle le titre de ta note qui s'appelle Le prisme du genre dans l'offre politique du Rassemblement national, un outil stratégique aussi pour la gauche. Et quant à moi et à nous avec Juba, on vous retrouve pour de prochains numéros de La Petite Conversation. À bientôt, merci Maya pour ton travail.